Bonjour Rémi Boissonnat, Bonjour Caroline. merci de revenir au micro de Globule Radio, la radio des ours cet été. On vous invite aujourd'hui car vous êtes un des exilés d'Ukraine, si on peut dire ça comme ça. Vous avez vécu à Kiev pendant de nombreuses années, forcé de partir en février comme des milliers d'Ukrainiens. Vous avez décidé de vous poser à Valorcine où vous aviez une résidence secondaire. Alors, on vous a reçu il y a un mois à peu près sur nos ondes déjà. Malheureusement, la situation en Ukraine n'a pas tellement évolué depuis. Où nous en sommes en ce moment en Ukraine, vous qui suivez, j'imagine, de très près tout ce qui se passe là-bas. Alors, la situation en Ukraine aujourd'hui, je ne peux pas faire la même analyse que les journalistes professionnels qui sont sur place. Je suis ici, dans la vallée de Chamonix, pour le moment, mais très en contact avec beaucoup d'amis qui sont eux-mêmes en Ukraine ou à l'étranger et qui, comme moi, sont suspendus aux nouvelles de là-bas. Parce que c'est un peu le sort des réfugiés qui sont dans nos pays, c'est d'essayer d'avoir à s'adapter ici, ce qui est déjà un défi, mais en restant suspendu aux nouvelles des grands-parents qui souvent n'ont pas voulu partir, savoir s'ils ont toujours un appartement et ce qu'il advient des hommes de la famille. La situation en Ukraine aujourd'hui, les Ukrainiens ont réussi une percée militaire il y a une semaine ou deux qui a redonné le moral à beaucoup d'Ukrainiens qui parce que la guerre ne s'enlisait pas de manière statique. La Russie essaie de réagir et les déclarations du président Poutine hier matin, sa déclaration où il s'apprête à reconnaître d'éventuels référendums qui seraient menés à la va-vite dans des territoires au sud de l'Ukraine est très préoccupante parce qu'on pourrait rentrer dans une phase, une nouvelle escalade en fait de la guerre. Et comment vous êtes? Dans quel état vous êtes? Branché comme ça à l'Ukraine Oui. tous les jours? Je passe, disons, un tiers de mon temps de vie ici, pas dans la vallée en fait. Je suis Oui. physiquement à Valorcine, mais un tiers du temps, je suis ailleurs, très préoccupé. J'en dors toujours pas très bien, mieux qu'il y a quelques mois, mais toujours pas très bien. Il est important pour moi, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici, aussi de penser à ma propre situation. Si je veux continuer à aider des amis en leur envoyant un peu d'argent, si je veux continuer à être utile, il faut que je trouve une situation pour moi. Me domicilier ici, les démarches sont en cours, et puis chercher du travail, m'installer ici, accepter en fait de me poser ici pour le moment, même si mon intention à terme est de retourner à Kiev, dans cette ville que j'aime tant, parce que Kiev est une très belle ville et c'est là où je veux vivre. C'est là où vous avez finalement toute votre vie, puisque vous y avez passé beaucoup d'années. Vous dites que vous êtes encore en lien avec des gens qui sont restés là-bas. Absolument. Comment vont-ils? Comment ça se passe pour eux Oui. au quotidien? Alors, j'ai quitté mon appartement abruptement début mars, mais j'y suis retourné en juillet. Je ne savais pas en partant si j'allais pouvoir revenir à Kiev. Mais j'étais très concentré sur le départ. Là, en revenant à Kiev, j'ai retrouvé beaucoup d'amis et de contacts, des gens que je connais bien, et notamment, par exemple, un grand ami qui s'appelle Vitali, qui est un peu plus jeune que moi, il a la quarantaine, et que j'ai trouvé usé, fatigué. Les Ukrainiens, aujourd'hui, sont convaincus que leur pays va gagner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. C'est ça la guerre, c'est une lutte entre deux absolus. Ils n'ont pas le choix, ils veulent un pays à eux, un pays indépendant. Et mon ami Vitali ne sait pas aujourd'hui si tout ce qu'il a construit, son entreprise et ses différentes... il va devoir le laisser derrière lui pour toujours et partir, si on va l'envoyer au front ou s'il faut qu'il arrive à faire tourner son entreprise malgré le manque de clients et l'économie un peu au ralenti, et puis attendre et ça ira mieux. Ce que j'ai vu à Kiev en juillet et qui était très important, c'est quelque chose qui peut paraître évident. Dans un pays en guerre, tout le monde ne tient pas une arme, une Kalachnikov. Il faut aussi faire tourner l'économie. Ça paraît évident, mais j'avais besoin de le voir. Et donc, il y a beaucoup
d'hommes, beaucoup de familles, beaucoup de gens qui essayent de relancer une activité ou de continuer leur travail. Et en parallèle, beaucoup contribuent aussi à l'effort de guerre en envoyant de l'argent à l'armée ou en soutenant différentes initiatives de la société civile qui étaient, avant la guerre, en pleine expansion en Ukraine, assez développée et qui joue son rôle aussi pendant la guerre. Alors on va y revenir dans quelques instants, mais effectivement c'est ce que vous appelez cet état de guerre, cet état un peu spécial où on doit continuer à vivre notre vie au quotidien tout en étant entouré de combats et de toutes ces nouvelles, ces tristes nouvelles et ces nouvelles politiques qui sont compliquées. Oui, mon ami Oleksiy a décidé de quitter la ville de Kiev parce qu'il était dans des quartiers plus exposés plus tôt dans l'année, et il est allé se réfugier dans la maison de famille, la datcha en fait, à une centaine de kilomètres de Kiev. Il est à la campagne. La guerre, pour lui, ça a été coupé du bois parce que c'était encore l'hiver. Il a un potager pour se nourrir, avec une problématique qui est de trouver suffisamment de protéines. Mais l'une des choses de la guerre qu'il me raconte quand ça arrive, c'est les enterrements. Les hommes, les soldats dont on ramène le corps dans les villages, et les villageois se réunissent pour accompagner le corps au cimetière. C'est terrible, mais c'est l'un des visages de la guerre aujourd'hui. Il y aurait beaucoup d'images comme celle-ci. L'une des constantes en fait d'une guerre, même dans les zones qui ne sont pas des zones de combat, dans un pays en guerre, c'est toute l'incertitude qui règne. Parce qu'en fait, on ne sait pas si on ne va pas être envahi de nouveau, ou bombardé, ou si on va pouvoir rester, partir. Et c'est très compliqué, bien que, évidemment, dans les zones de combat ou les zones occupées, ce soit encore beaucoup plus précaire et beaucoup plus dangereux et douloureux. Merci beaucoup Rémi Boissonnat pour ce témoignage. On vous retrouve tout de suite après un peu de musique pour prendre l'air. Vous êtes sur Globule Radio 90.5 FM. Rémi Boissonnat, toujours en direct du 90.7 FM, Radio des Ours à Valorcine, 90.5 FM à Chamonix. Rémi Boissonnat, on le répète pour les gens qui nous écoutent et qui viennent d'arriver, vous êtes un des exilés de l'Ukraine, vous habitez en ce moment à Valorcine, mais vous avez quitté Kiev en février de l'année 2022. Comment était l'ambiance justement dans cette capitale à la veille de la guerre? Donc on est le 23 février 2022. Comment c'était? Est-ce que vous rendiez compte de ce qui allait arriver ou on ne veut pas le croire? Oui, alors 2 jours avant, Vladimir Poutine avait fait une déclaration, c'était je pense le 21 ou peut-être le 22 février, le 21 février, une déclaration politique extrêmement importante où Vladimir Poutine avait reconnu l'indépendance des 2 républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk dans l'est de l'Ukraine. C'était une déclaration très importante parce qu'on savait que les choses ne seraient plus comme avant. Depuis 8 ans, depuis 2014, en fait, la Russie a soutenu des indépendantistes dans ces régions et une guerre avait lieu qui avait fait 14 000 morts entre 2014 et 2022. Et donc, les jours, la veille de la guerre, c'était déjà des jours où on savait que les choses étaient un peu en suspens. Il y a un élément de contexte qui est intéressant, c'est pourquoi le 24 février. Je ne le sais pas avec certitude, mais le 23 février, à l'époque soviétique, c'était le jour de l'Armée rouge, qui a été le jour qui a eu différents noms au cours des différentes phases de l'Union soviétique. Mais on célébrait en fait les soldats, l'armée. En gros, en Russie, on a célébré les hommes, les soldats, et puis le lendemain, on allait à la guerre. Et le 24 février, Poutine faisait sa déclaration. L'armée russe envahissait l'Ukraine. J'ai des amis qui ont été réveillés par les bombes dans d'autres quartiers de Kiev. Moi, j'ai pas entendu les bombes. Nous, on n'a pas entendu les bombes dès le matin, mais tout a basculé. Et tout à coup, plus rien n'était certain. Et on ne savait pas si on allait devoir rester, si on allait pouvoir partir, si on allait devoir s'abriter. Et ça a été des jours, je suis resté 1 semaine à Kiev parce que l'ambassade de France aussi me conseillait de rester, c'était le chaos sur les routes.
et des jours extrêmement intenses, très concentrés. Très très concentré. J'ai jamais eu vraiment peur parce que je savais que Kiev était une grande ville et qu'on ne détruit pas une grande ville d'un coup, mais très concentré, très tendu en fait pendant une semaine. Quelle était l'ambiance à Kiev, dans les rues de Kiev? Est-ce que... Alors dans les rues de Kiev, il y avait déjà beaucoup moins de monde parce que il y avait des alertes aériennes et donc il fallait pouvoir s'abriter. Les gens mesuraient leur déplacement beaucoup plus. Il y avait des files devant les pharmacies en particulier, un peu devant les supermarchés, mais surtout devant les pharmacies. On était tous sur des canaux. Moi, j'ai suivi un canal Telegram qui était le canal Telegram du gouvernement qui informait jusque-là sur la pandémie et qu'ils ont reconverti du jour au lendemain aux informations sur la guerre. Est-ce qu'il y a des trains? Qu'est-ce qui est ouvert? Est-ce qu'il y a des avions? Est-ce qu'on peut sortir? Et il y a eu tout de suite un couvre-feu qui, là, limite les déplacements. Et la nuit, on n'a pas le droit d'être dehors. Les gens étaient... tout le monde cherchait à manger, à faire des provisions, mais il y avait aussi des rapports qui pouvaient être très sympathiques, mais il y a eu un phénomène extrêmement important qui nous a surpris jusqu'ici, jusqu'en France, c'est que les Ukrainiens, et moi je l'ai vu de manière très concrète, tout de suite ont fait corps. Et en fait, c'est là où cette guerre qui avait lieu depuis 8 ans, et qui est entrée dans une nouvelle phase le 24 février, cette nouvelle phase a révélé l'Ukraine même à elle-même. Et depuis 8 ans, les Ukrainiens, en fait, se sentaient agressés dans le Donbass par la Russie et ont été obligés de se positionner en Ukraine en disant qui suis-je? Est-ce que je suis ukrainien? Est-ce que quelle est la Russie? C'est un pays avec lequel est-ce que c'est ce peuple frère dont on disait qu'il était frère sous l'Union soviétique? Bref, il y a eu un phénomène de décantation entre 2014 et 2022 où la fluidité d'identité qui existait auparavant entre les Ukrainiens et les Russes a disparu et les Ukrainiens ont fait corps et se sont rassemblés et se préparaient et immédiatement, le 24 février, commençaient à s'organiser pour tenir, pour résister, pour faire front. Ça vous a touché, j'ai l'impression, et c'était... cette réunion. J'étais dedans aussi, dedans. Ça m'a touché. C'est comment dire? Ça vous a porté, j'ai l'impression. Ça a changé ma vie, en tout cas, parce que ma vie a basculé. Mais c'était quelque chose de très intense, d'impressionnant. J'ai vu des gens se préparer, et des quartiers, même des communautés, de se préparer même dans des zones très loin de la guerre. Quand j'ai été évacué en train jusqu'à Lviv, après même dans des quartiers résidentiels de Lviv, les résidents s'organisaient pour mettre des blocs en béton à l'entrée du quartier, se préparer à la venue des Russes, parce qu'on pensait que les Russes allaient pousser en Ukraine jusqu'au bout, et très vite. Ça m'a effectivement beaucoup touché. Et j'ai l'impression, alors vous avez décidé de partir, vous êtes arrivé en France, quand ça exactement? Oui, alors j'ai quitté Kiev le 2 mars. On a réussi, ma compagne et moi, à prendre un train jusqu'à Lviv le jour même. On a eu de la chance, un train d'évacuation. Et j'ai franchi la frontière avec la Pologne, avec l'aide, cette fois, de l'ambassade de France, le 5 mars. Et je suis arrivé chez mes parents 2-3 jours après. Oui. J'ai aussi partagé une partie du vécu des gens qui ont été déplacés par la guerre. Dans le train d'évacuation, il y avait de tout. Il y avait des hommes, des femmes, les hommes qui accompagnaient leur famille à la frontière avant de retourner, pour certains, s'enrôler. Il y avait vraiment de tout. Il y avait des histoires incroyables et il y avait notamment le cas de personnes, et j'ai des amis dans ce cas-là, de personnes qui en fait fuyaient la guerre pour une deuxième fois. Et ça, c'est déjà difficile à comprendre, à s'imaginer, à se représenter ce que c'est que de fuir la guerre. Mais là, c'était des gens qui, autrefois, vivaient dans le Donbass, jusqu'en 2014, avaient fui la guerre pour se réinstaller à Kiev ou dans d'autres villes d'Ukraine, et là, fuyaient à nouveau.
Mais j'ai l'impression, en vous voyant comme ça, que vous avez réussi à transformer finalement tout ce que vous avez vécu. Quand même, c'était des jours, j'imagine, longs, difficiles, voilà, de voir, d'écouter, de tout ce qui se passait. Mais là, vous êtes aujourd'hui en France et vous avez effectivement transformé tout ça parce que vous continuez à aider, même depuis Valorcine, depuis le fond de la vallée. Vous arrivez à aider. Pour finir un peu cette interview sur une note positive, qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place et qu'est-ce que vous allez mettre en place? Parce que j'ai l'impression que le parcours n'est pas terminé. Alors effectivement, je me sens un sens de la mission de témoigner de l'Ukraine dans nos pays. Et puis un jour, quand ce sera le temps, c'est trop tôt, mais quand ce sera le temps, d'expliquer l'Union européenne en Ukraine, puisque c'est un pays candidat. Ma priorité est d'aider les gens que je connais en Ukraine et des associations que je connais en Ukraine. Ici, j'ai eu la chance et l'occasion de témoigner lors d'une première conférence en avril aux membres d'une association qui soutient les femmes et les enfants dans le monde via des ONG. Il y avait le témoignage de la Radio des Ours que j'avais fait. J'ai une autre conférence prévue en octobre et je suis en train de réfléchir aux moyens de prolonger mon témoignage en essayant d'apporter des nouvelles un témoignage qui est un témoignage peut-être plus concret de choses que j'ai vécues ou que des amis directs ont vécues. J'espère aussi amener certaines considérations sur la guerre en me basant sur des documents, des vidéos que je trouve aujourd'hui en ligne sur les chaînes ukrainiennes, parce que je peux être l'interface entre tout ce qui se passe dans ce pays en ukrainien, en russe, et nos pays. Donc, beaucoup à faire. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a besoin d'explications et de pédagogie sur tout ce qui se passe en Ukraine. Merci donc pour votre témoignage et votre éclairage aujourd'hui sur la Radio des Ours. On peut retrouver votre interview et votre témoignage sur notre site globule.chamonix.radio dans les jours qui suivent. Merci beaucoup Rémi Boissonnat. Bonne continuation surtout dans ces projets et à très vite sur le 90.7 FM. À bientôt.